Dans cette vidéo, nous allons réaliser notre premier programme en C. Le but sera tout simplement d'afficher un message à l'écran. Pour pouvoir afficher un message à l'écran en C, on utilise la commande printf. Printf nous propose donc d'écrire notre message à l'intérieur. On va écrire par exemple Hello World ou tout simplement Hello. Ça va dépendre du message que vous voulez afficher. Vous pouvez écrire n'importe quoi à l'intérieur. Notre instruction se termine par un point virgule. Après avoir écrit notre instruction, tout ce qui nous reste à faire, c'est exécuter notre code. En fonction de l'éditeur de texte que vous aurez choisi, vous pourrez cliquer sur le bouton pour pouvoir exécuter votre code. Mais dans la plupart des cas, le bouton est représenté par un triangle. On exécute donc notre code et on remarque bien ici qu'on a le message Hello World. Si nous voulons changer notre message, il nous suffit tout simplement de remplacer ce qui se trouve à l'intérieur. Si on écrit par exemple Jean et on réexécute notre code, là on aura Jean. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la notion de variable. Ces variables vont nous permettre de stocker nos informations pour pouvoir mieux manipuler nos programmes. Nous avons rédigé 3 phrases. La première est je m'appelle Jean, j'ai 22 ans. La seconde, j'aime vraiment la programmation. La troisième est Jean est un étudiant de 22 ans. On va exécuter notre programme pour voir si cela fonctionne bien. On remarque bien que notre programme fonctionne et que /n nous permet, anti/n nous permet de renvoyer tout notre contenu à la ligne. Par exemple, si on arrive à ce niveau, et on remplace et on enlève /n, on remarquera que en exécutant notre code, cette partie de notre code s'est retrouvée sur la même ligne. Donc, /n va nous permettre de mieux organiser notre programme. On réécrit donc notre code comme c'était au début. Ok. On remarque que dans les 3 phrases que nous avons écrites, nous avons une répétition du prénom Jean et une répétition de son âge. Avec un code pareil où on a juste 2 répétitions, c'est très facile de pouvoir changer le pronom en remplaçant directement sur le code. Mais si on pense à un code plus long, à un code qui contient plus de 2000 lignes, ce sera vraiment difficile, mais pas impossible, mais difficile de pouvoir remplacer directement chaque ligne de code où on a le prénom Jean. Nous allons créer une variable qui va contenir la nouvelle valeur que nous voulons attribuer à Jean et cela va nous permettre d'agir sans devoir parcourir notre code sur notre variable. Nous allons créer une variable de chaîne de caractères avec l'instruction char. On va l'appeler name qui va contenir par exemple K. Et à ce niveau, notre variable nom contient le nom Lucas. Et notre variable name contient le nom Lucas. Pour pouvoir remplacer cela dans notre code, on va utiliser pourcentage qui nous permet de signaler qu'on va appeler une variable. Et ensuite, tout simplement, aller écrire name à la fin. On exécute notre code pour voir si tout a bien marché. On remarque bien ici qu'à la place de Jean, on a Lucas. Si on voulait plutôt changer la valeur de son âge en appelant une variable, il nous suffit tout simplement de créer une variable de type entier, âge, qui va contenir la valeur qu'on aura choisie. Si on diminue son âge, on dit 20. Pour pouvoir effectuer cette opération, on va aussi remplacer ce 22 par pourcentage, non pas pourcentage S cette fois-ci, mais pourcentage D pour signaler au programme qu'on va appeler une variable de type entier. Ensuite, on va écrire H. Si on exécute notre programme, on a modifié notre programme comme voulu.
Dans cette vidéo, on va parler du type de données. On va commencer par le type entier qui est le type des nombres entiers. Pour définir une variable de type entier, il suffit de définir int suivi du nom de la variable, dans notre cas qui est âge, et ensuite on doit assigner une valeur à cette variable. Pour définir le type double, qui sont des nombres décimaux, on écrit double. Ensuite, on donne le nom de notre variable qui peut être nombre à virgule, pourquoi pas. On va prendre 30.4. Ensuite, on va parler de chaînes de caractères. Les chaînes de caractères peuvent être tout simplement un seul mot ou bien toute une phrase. Si on veut définir juste un seul mot, on va dire char et définir le nom. Par exemple, name, qui va prendre comme valeur Jean. Mais si au contraire, on veut définir une phrase, on va écrire char, définir phrase, qui va contenir notre phrase bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler des commentaires. Les commentaires nous permettent de commenter notre code ou bien encore d'annoter notre code. Mais aussi, ces commentaires nous servent dans le futur lorsqu'on a besoin de revenir sur un code qu'on a réalisé auparavant et d'avoir une meilleure vue sur ce bout de code. Supposons qu'on veut afficher un message à l'utilisateur. On a printf, bonjour, il se termine par un point virgule. Lorsqu'on exécute ce bout de code, on voit bien qu'on a le message bonjour. Mais si par exemple on veut commenter ce petit bout de code, on va utiliser 2 fois slash. Lorsqu'on exécute, on se rend compte que l'invite de commande ne nous affiche aucune information, ce qui est normal quand on a commenté notre code. Ce type de commentaire est un commentaire inline. Mais si on veut par exemple commenter un paragraphe, on va utiliser pourcentage, on va utiliser slash étoile puis étoile slash. Mais en ce moment, essayons de réaliser notre... Alors, on va créer notre petit paragraphe avec print def. On va faire bonjour, point virgule. Essayons de créer lorsqu'on exécute, oui, notre paragraphe s'affiche comme ça. On va rendre cela un peu plus beau en renvoyant tout ça à la ligne avec slash n, anti-slash n. Rappelez-vous bien, pour envoyer du contenu à la ligne, vous devez utiliser anti-slash n. Ok. Maintenant, pour commenter tout ce petit paragraphe, on va simplement faire slash étoile, puis à la fin, étoile slash. Et l'invite de commande ne nous affiche aucune information. Dans cette vidéo, on va parler de constantes. Les constantes, ce sont des variables qui ne vont pas changer tout au long de notre programme. Alors, ce qu'on va faire, c'est essayons tout d'abord de déclarer une variable. On va déclarer une variable de type entier. On va déclarer par exemple disons nombre qui a pour valeur 4 ou 5. Ensuite, on va afficher ce nombre à l'écran.
la valeur de nombre est 2 points, pourcentage D, ensuite nombre. Quand on exécute, on a bien cette valeur 5 ici. Si par la suite on veut modifier par exemple la valeur de nombre, on va dire nombre égale à 8. Printf. On affiche de nouveau la valeur de la variable nombre. On se rend compte qu'on est capable de modifier la valeur. Là, ça fait 58, mais on devrait normalement ici avoir mis anti-slash pour envoyer le contenu à la ligne. Là, on va faire anti-slash n. On va envoyer le contenu à la ligne. Ce qu'on est censé faire ici, c'est pouvoir déclarer une variable qui ne va pas changer tout au long de son exécution. On se rend compte qu'on a déclaré une variable nombre au début de notre programme avec pour valeur 5, mais on se rend compte qu'on est capable de les modifier. En réalisant nos programmes dans le futur, on aura souvent besoin des variables qui ne vont pas changer tout au long de son exécution. Ces variables sont des constantes. Si on veut déclarer une constante, on va simplement écrire const, puis le type de notre variable et ensuite notre variable et sa valeur. On se rend compte que ayant déclaré const int nombre égal à 5, l'éditeur de texte nous renvoie directement une erreur car on est en train de chercher à modifier cette valeur. Si on exécute, on aura certainement un message d'erreur qui va s'afficher. Donc, les constantes sont des variables qui ne changent pas tout au long de notre programme. Dans cette vidéo, on va récupérer les valeurs saisies au clavier par l'utilisateur. Demandons par exemple à un utilisateur son âge avec printf. Entrez votre âge. À ce niveau, lorsqu'on demande à un utilisateur de saisir son âge, cette valeur que l'utilisateur aura saisie va partir dans une variable qu'il nous faut tout d'abord déclarer. On va déclarer donc une variable de type entier, âge, qui va contenir la valeur saisie par l'utilisateur. Ensuite, récupérer cette variable avec la fonction scanf. À l'intérieur, on va ajouter le type de notre variable qui est pourcentage d, qui est le type qui correspond au type entier, pourcentage d. Puis, notre variable, en ajoutant toujours les spéluettes avant, on a âge. Puis, on va afficher l'âge de notre utilisateur. Votre âge est 2 points. Pourcentage D suivi de la variable. On exécute pour voir si notre code marche bien. On va saisir par exemple ici la 10. Votre âge est 10. Oui. On se rend bien compte que scanf nous permet de récupérer la valeur saisie par l'utilisateur au clavier. Si par exemple on voulait récupérer par exemple la note d'un utilisateur qui peut être parfois un nombre décimal, on va plutôt déclarer une variable de type double. On va l'appeler cette fois-ci note. Entrez votre note. Puis à ce niveau, on va écrire LF qui correspond au type des nombres décimaux. Ici, on change âge avec note. Et tout ce qui nous reste à modifier ici, c'est F et H note. Et entrez votre note. OK. On vérifie notre code.
Votre note est, on va écrire 34,4. On se rend bien compte qu'on a notre variable décimale. Si on veut plutôt récupérer le nom ou bien le prénom d'un utilisateur, il va falloir qu'on déclare une variable de type char qui va contenir du texte. Alors, pour pouvoir déclarer cette variable, nous devons définir aussi la dimension du prénom, car certains utilisateurs, lors de la saisie, pourront saisir une variable, pourront saisir du contenu assez long et qui ne va pas pouvoir permettre à notre mémoire de s'exécuter normalement. Donc, définition, une variable de type char qui va contenir notre prénom. On va l'appeler prénom. Prénom, on va définir la longueur, par exemple 20. Ici, là, entrez votre prénom. Ici, là, le type qui correspond aux variables de type char est S, donc pourcentage S. Et on va aussi ajouter ici, là, prénom. Mais on se rend bien compte qu'on n'a pas besoin d'utiliser l'expérience à ce niveau, car pour le type char, on peut laisser juste comme ça. Votre prénom est... Votre prénom est 2 points. Ici, la S. Et on ajoute notre variable prénom. On teste notre code si tout marche bien. Entrez votre prénom, on va écrire Jean. Votre prénom est Jean. Mais supposons que il existe un utilisateur qui possède un prénom composé de deux mots. Par exemple, un utilisateur qui a comme prénom Jean Bosco. Essayons de réexécuter notre code. Si on écrit par exemple Jean Bosco, on met espace. On se rend bien compte que notre code a récupéré juste Jean, mais n'a pas récupéré Bosco. Pour pouvoir récupérer toute une ligne de texte, on doit utiliser la fonction fget. Fget qui va nous permettre de récupérer toute une ligne de code. Mais toute une ligne de texte saisie par l'utilisateur. Mais à ce niveau, la syntaxe est, on utilise tout d'abord la variable, puis on définit la longueur de la longueur de notre variable, la longueur du texte que l'utilisateur aura la possibilité de saisir. Et ensuite, on va écrire stdin, qui signifie standard input. C'est tout simplement un attribut qui nous permet de récupérer les valeurs saisies au clavier par l'utilisateur. On teste notre code. Maintenant, on va écrire Jean Bosco en mettant l'espace. Et votre prénom est Jean Bosco. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une calculatrice qui va nous permettre de faire l'addition entre deux nombres, la soustraction et aussi le produit. Tout d'abord, nous allons définir nos deux nombres. On va définir num1, puis int num2. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que il faut communiquer avec l'utilisateur, c'est-à-dire on va devoir tout d'abord demander les informations à l'utilisateur. On va donc demander à l'utilisateur d'entrer son premier nombre. Entrez votre premier nombre. Votre premier nombre, 2 points. Puis on va récupérer la valeur de notre premier nombre grâce à scanf qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Ici là on va utiliser le type, on utilise le type entier, donc c'est pourcentage d, puis le nom de notre variable, en utilisant bien évidemment experience comme on a vu dans les vidéos précédentes. Num1 pour le premier. Ensuite on va aussi récupérer notre deuxième nombre. On va tout simplement copier et coller. On va ici modifier cette ligne et celle-ci. Entrez votre second nombre. Ok.
Arrivé à ce niveau, on a déclaré nos deux variables qui vont pouvoir contenir les deux nombres qu'aura saisi l'utilisateur et on doit donc effectuer l'addition entre ces deux nombres. On va donc effectuer l'addition simplement grâce à printf. On va écrire résultat 2 points, résultat égal, on va écrire num résultat pourcentage des, ok, résultat pourcentage des cas, c'est une variable de type entier qu'on va récupérer ici à ce niveau, num1 plus num2. Ce qui va se passer ici, c'est que l'ordinateur va nous renvoyer la somme de nos deux variables. On exécute notre résultat pour vérifier si tout marche bien. Entrez votre premier nombre, je vais entrer par exemple 2, entrez le second nombre 5, ce qui nous donne bien évidemment 7. Si par exemple on veut faire la soustraction de ces deux nombres, on va tout simplement remplacer notre plus par un moins. On exécute le code. On entre notre premier nombre qui est 4 et le second qui est 3. On a bien comme résultat ici là 1. Pour le produit, la même chose. On remplace notre opérateur. On va faire la multiplication entre 4 et 7, qui est bien évidemment 28. Le problème à ce niveau, c'est qu'un utilisateur peut par le futur vouloir entrer un nombre décimal. En ce moment, nos deux variables doivent être du type double. Donc on remplace le type de nos deux variables double. Puis à ce niveau, comme on a vu dans les vidéos précédentes, pour double, on va utiliser LF. On remplace aussi ici LF. Et dans printf, on utilise juste F. En fait, lorsqu'on utilise les variables de type double, on n'a pas besoin d'écrire aussi LF sur printf. En fait, le type de variable, le type qu'on a donné à printf est différent de celui de scanf. Sur scanf, vous devez juste ajouter LF ici à ce niveau. Et printf, vous utilisez juste pourcentage F. On vérifie notre programme. On va entrer 4,2, 4,3. On va le multiplier par 3, quelque chose. Puis on a 1,20. On voit bien que notre calculatrice fonctionne. Dans les prochaines vidéos, on va étudier comment améliorer cette calculatrice car elle n'est pas parfaite. Si par exemple l'utilisateur a décidé d'exécuter par exemple, ou bien a décidé de saisir juste des caractères au lieu de saisir des chiffres, on se rend bien compte que tout a craché et ces résultats n'ont pas de sens en fait. On va trouver et on va mieux expliquer comment on peut remédier à ce problème dans les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va parler des tableaux. Comme la plupart des variables en C, les tableaux vont nous permettre aussi d'enregistrer un certain nombre d'informations. Les tableaux peuvent être de type char, comme ils peuvent être aussi de type int. Alors, déclarons par exemple un tableau qu'on va appeler numéro, qui va contenir, on va laisser à longueur comme ça et on va définir nous-mêmes le nombre d'éléments de ce tableau pour pouvoir mieux comprendre la notion de tableau. On va définir par exemple, on va donner des éléments à notre tableau, 2, 4, 5, 8. Dans un tableau par exemple, les éléments sont comptés à partir de 0. 2 par exemple ici là est à l'indice 0, 4 à l'indice 1, 6 à l'indice 2, 3 est à l'indice 3 et ainsi de suite. Par exemple, si on veut afficher 2, on doit tout simplement faire printf, aller définir toujours le type qui correspond au type des entiers
et ensuite saisie numéro avec 1. Dans notre cas, on va afficher 2, donc ce sera 0. On regarde. OK. On teste notre code, on voit bien ici que on a 2. Si par exemple on change cette valeur, on va afficher 6. En ce moment, on va saisir numéro 2, ce qui nous donne bien évidemment 6. Donc, dans un tableau, les éléments sont classés, on les compte à partir de 0. Donc, 2 est à l'indice 0, 4 à l'indice 1, 6 à l'indice 2, et ainsi de suite. Si par exemple, on avait plutôt décidé de définir les éléments du tableau, c'est-à-dire définir par exemple un tableau de longueur 5, à ce niveau, notre tableau devra contenir un certain nombre d'éléments. Et on définit un tableau, notre tableau numéro avec 5 éléments. Si on cherche à afficher l'élément à l'indice 2 sans avoir déclaré d'éléments, on se rend compte que l'invite de commande nous renvoie bien évidemment 0 car on n'a rien défini. Ce qu'on va faire, c'est écrire numéro. On va assigner donc une valeur, choisir un indice et assigner une valeur. Choisissons par exemple l'indice 1. On va assigner la valeur 3. Si on vient vérifier avec notre printf à l'indice 1, on se rend bien compte que notre indice a pour valeur 3. C'est de cette façon qu'on manipule et on déclare les tableaux en programme C, dans un programme C. Dans cette vidéo, on va parler de fonctions. Les fonctions vont nous permettre de rendre notre code plus lisible et de programmer en fait de manière plus ergonomique. Commençons par réaliser une fonction qui va nous permettre d'afficher bonjour, de dire bonjour à l'utilisateur. Tout d'abord, avant de commencer à écrire une fonction, nous devons d'abord savoir que dans tous nos programmes en C, il va falloir déclarer nos fonctions avant int, avant la fonction main, qui est la fonction principale du langage C. Plus tard dans la formation, on verra la différence entre ces deux fonctions et les autres fonctions qu'on va commencer à utiliser. Déclarons une fonction qui va s'appeler bonjour. Pour déclarer une fonction, on va utiliser void, puis dit, ça c'est le nom de notre fonction, dit bonjour. Pour déclarer une fonction, si par exemple vous devez déclarer une fonction avec deux paroles, la seconde parole, sur la seconde parole, la première lettre doit commencer par, la première lettre doit être en majuscule. Donc on déclare notre fonction qui ne prend aucune entrée. Plus tard, dans la prochaine vidéo, on va essayer d'expliquer ce concept avec les fonctions, qui est de prendre les variables en entrée. Ensuite, on ouvre nos deux parenthèses, nos deux accolades. On va écrire dans cette fonction tout simplement printf bonjour, le message qu'on veut afficher à l'utilisateur. Maintenant, on a écrit notre fonction. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'appeler cette fonction dans notre main en écrivant tout simplement le nom de notre fonction, dit bonjour. On exécute notre code pour voir si tout marche bien. Notre fonction, c'est bien bonjour. Donc, nous nous rendons compte qu'on n'a pas besoin de passer tout le temps à écrire des printf de partout et pour afficher notre contenu. On peut nous simplifier la tâche en écrivant une fonction qui va le faire à notre place. Dans cette vidéo, on va déclarer une fonction qui va demander à l'utilisateur ou encore on va déclarer une fonction qui va récupérer le nom et l'âge d'un utilisateur. Comme dans la vidéo précédente sur les fonctions, on va écrire void, puis on va appeler cette fonction info. Sachant que on va avoir besoin de récupérer deux informations sur l'utilisateur, on va utiliser char qui va récupérer le nom de l'utilisateur. On va appeler
cette variable tableau name. Ensuite, on va récupérer l'âge d'utilisateur dans un entier. Ensuite, dans le contenu de notre fonction, on va tout simplement afficher un résultat à l'utilisateur, c'est-à-dire on va faire un printf qui va nous dire par exemple salut, le nom de l'utilisateur. Là on va utiliser pourcentage %s pour les variables, pour les types char. Ensuite salut, ici là on va pouvoir afficher le nom de l'utilisateur. On va supposer que on a saisi Jean. Salut Jean, vous avez pourcentage D pour l'âge de Jean. Et ensuite on va saisir name et puis h. Notre fonction est donc terminée. Tout ce qui nous reste à faire, c'est appeler cette fonction dans notre main. On appelle la fonction et à l'intérieur de la fonction, on va simplement donner des valeurs à notre fonction, c'est-à-dire name. À name, on va donner Jean. Faut pas oublier de mettre parenthèse. Et pour l'âge, on va laisser ça à 12. En fait, ces deux paramètres viennent de s'ajouter, c'est mon éditeur de texte qui le fait automatiquement. Mais si dans votre cas, vous avez saisi de cette façon, cela ne causera aucun problème. On va devoir exécuter notre code pour voir si tout marche bien. Là, on a salut Jean, vous avez 12. Si on modifie cette valeur, par exemple 34, on constate bien que notre code marche. Donc, en utilisant les fonctions, on peut tout simplement demander des valeurs, soit des variables tableau ici, ou bien tout simplement des entiers. Là, on a récupéré le nom de l'utilisateur et l'âge. Dans les prochaines vidéos, on va mieux détailler ces concepts sur les fonctions. Dans cette vidéo, on va parler de return. Return, en fait, nous permet dans une fonction de spécifier le résultat qu'on veut obtenir. Peu importe le nombre d'opérations qu'on aura effectuées dans une fonction, on veut tout simplement récupérer une certaine valeur à la fin. Essayons de calculer la valeur à la puissance 4 d'un nombre décimal. On va donc déclarer tout d'abord notre fonction double qui va prendre en paramètre un nombre décimal. Bon, appelons-la P4 pour la puissance 4. On va déclarer donc une variable de type double, on va l'appeler num. Ensuite, dans le corps de notre fonction P4, on va encore déclarer une variable double qui va recevoir à ce moment num multiplié par 4. Donc, on déclare une variable double, on va l'appeler résultat. Résultat va donc contenir num multiplié par num. On copie tout simplement. Ok, 4 fois. Ensuite, return num. On voit bien qu'à ce niveau, après l'opération qu'on aura effectuée, on va vouloir retourner plutôt notre résultat dans la variable résultat. Maintenant, dans notre main, on appelle notre
notre fonction P4 avec comme paramètre un nombre qu'on aura choisi. On va faire printf. On va dire le résultat le résultat est 2 points. Pourcentage FK, on va afficher une variable de type double. Ensuite, on va directement appeler notre fonction qui va prendre en paramètre un nombre décimal. Notre fonction était P4. Oui. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est mon éditeur de texte qui affiche comme ça. Vous pouvez bien à ce niveau saisir P4 de cette façon. Vous pouvez aussi le faire de cette façon. Je pense pas que ça va vous générer d'erreur. Vous pouvez aussi afficher P4 de cette façon, c'est toujours juste. Donc on a écrit printf. Le résultat est, testons dans notre code. On a bel et bien 81 qui est 3 à la puissance 4. Supposons par exemple dans notre fonction, pour démontrer que la fonction qui possède un retour à la fin ne renvoie rien que le résultat. Essayons d'afficher ici là une information. On va juste écrire bonjour et on réexécute notre code. On se rend bien compte que l'invite de commande ne prend pas en compte cette information, même si c'est que on avait saisi cette information après, même si qu'on a saisi cette information juste après notre return. L'invite de commande ne prend pas toujours en compte cette information, car le seul truc important dans une fonction avec un return, c'est cette variable-ci que la fonction va retourner à la fin. Donc après toutes les opérations que la fonction aura effectuées, elle va tout simplement renvoyer ce résultat-là. Dans cette vidéo, on va expliquer la structure de la condition if. Prenons l'exemple d'un problème de deux nombres. On veut définir le maximum entre deux nombres entiers. Pour cela, on va définir tout d'abord une fonction int qu'on va appeler max, qui va nous permettre de calculer le maximum entre ces deux nombres. Ces deux nombres sont donc de type entier. On va prendre num1 puis num2, toujours de type entier. Ensuite, on va initialiser la variable qui va contenir la variable qui va contenir le maximum entre ces deux nombres. On va l'appeler résultat. Ok. La condition if prend donc en paramètre les deux variables qu'on veut comparer. On utilise en général if pour pouvoir comparer des variables. On va alors dire si num1 est supérieur à num2, alors on peut afficher ou bien on peut assigner à résultat la valeur de num1. Sinon, dans le cas contraire, else, notre résultat va prendre comme valeur num2. Pour comprendre ces structures, on doit juste partir du principe que lorsqu'on définit if, on doit donner les conditions qui vont devoir s'exécuter. Ce sont les conditions valides qui vont devoir s'exécuter. Et à l'intérieur de nos deux accolades, on va tout simplement mettre les opérations à exécuter lorsque cette condition est vérifiée. Par exemple, dans notre cas, si on entre si notre numéro 1 est 1 et notre num2 est 0, la condition sera vérifiée. Donc, on va exécuter cette opération, donc assigner la valeur de num1 à résultat. Dans le cas contraire, c'est-à-dire
que num1 ne soit pas supérieur à num2, on va plutôt exécuter cette opération dans le ls, c'est-à-dire le résultat va recevoir num2. Ayant écrit notre fonction, on aura un return à la fin qui va nous renvoyer la valeur de notre résultat. Alors maintenant dans le main, pour pouvoir afficher nos résultats, on va faire printf. Printf, on va dire le max. Le max est 2 points. Pourcentage D, car on a utilisé des entiers. Ensuite, on va tout simplement appeler notre fonction max qu'on a définie précédemment avec comme paramètre. Là, on va mettre des numéros de notre choix. Mettons par exemple 4 et 5. On va exécuter notre programme pour voir si tout marche bien. On voit bien ici que le max est 5. Le max est 5K. Quand on commence l'exécution de notre fonction, if, on a si num1, c'est-à-dire 4, si 4 est supérieur à 5, on se rend compte que cette condition n'est pas vérifiée, donc on part directement sur ls, qui est résultat reçoit num2, donc 5. Pour bien comprendre l'utilisation de if, on va réaliser une autre opération. Disons par exemple 3 est supérieur à 2. Et on va faire printf true. Si on exécute notre programme, là on va commenter ce qu'on a fait. Si on exécute ce petit bout de code, là notre résultat est juste, on a 3 supérieur à 2. Mais si on change et on met 3 inférieur à 2, on se rend bien compte que le résultat ne nous a... on n'a aucun résultat car nous n'avons pas défini de ls, donc notre condition n'est pas vérifiée dans le programme, c'est tout simplement arrêté. Par la suite, on peut aussi définir l'inverse de la condition, c'est-à-dire point d'exclamation, la condition. On verra que cette condition sera vérifiée car si on exécute notre programme, on voit bien ici là qu'on nous affiche true. On nous affiche true parce que 3 inférieur à 2 n'est pas une condition vérifiée. Mais avec le point d'exclamation, cette condition devient vraie. Donc l'inverse de la condition. Si par exemple on avait plutôt dit 3 supérieur à 2, notre condition, on ne devait plus avoir de résultat ici car notre condition n'est plus vérifiée. Dans la vidéo précédente, nous avons mis en évidence la condition if. Mais dans cette vidéo, nous allons réaliser le maximum entre 3 nombres entiers. C'est-à-dire, nous allons trouver plus qu'une condition if. C'est-à-dire, nous aurons if, else if. Else if, c'est sinon si. Donc, on aura la possibilité de tester plusieurs fois la condition if. Et enfin, avoir une condition retour qui va nous permettre de trouver notre maximum. Commençons par déclarer notre fonction max. On va l'appeler max3, qui va contenir 3 entiers num1. Ensuite, notre deuxième entier qui sera num2. Et notre troisième entier num3. Dans notre fonction, on va comme toujours initialiser le résultat qui va contenir la valeur du maximum entre nos 3 nombres entiers. On doit intégrer, ok. Ensuite, nous allons tester la condition entre num1 et num2 et num1 et num3. On va dire si num1 est supérieur ou égal à num2 et
2 fois SPLUET en C signifie E. Et num1 supérieur ou égal à num3. Dans cette condition, on vérifie tout d'abord si num1 est supérieur ou égal à num2 et ensuite on vérifie aussi si num1 est supérieur ou égal à num3. Le résultat de cette opération sera bien évidemment num1 supérieur de num1 et num2. Ce et nous permet de vérifier à la fois ces deux conditions. On va alors faire printf ou bien tout simplement assigner résultat la valeur num1. Ensuite, on va déclarer un else if, un sinon si, avec num2 supérieur ou égal à num1 et num2 supérieur ou égal à num3. On va aussi assigner résultat égal à num2. Et notre dernière condition sera un else. Parce que si num1 n'est pas supérieur, n'est pas le maximum entre num1, num2 et num3, et aussi si num2 n'est pas le maximum entre num1 et num3, alors c'est num3 qui doit être le maximum. Donc on va tout simplement assigner dans notre dernière condition la valeur num3 à résultat. Notre fonction va nous retourner la valeur résultat. Dans notre main, on va donc appeler notre fonction avec un printf, le max, et 2 points. Là, on aura max. Max 3, c'était le nom de notre fonction, oui. On aura le max, définition par exemple 30, 6 et 98. Normalement, le résultat doit nous renvoyer 98 comme maximum. On a bien évidemment ici le max est 98. Nous allons réaliser une meilleure calculatrice grâce à tous les concepts que nous avons appris, soit les conditions de if, else, mais aussi les déclarations des variables et des opérations, et les opérations pour récupérer les variables à l'utilisateur. Tout d'abord, commençons par définir nos deux nombres qui vont nous permettre de réaliser une meilleure calculatrice, c'est-à-dire on va réaliser une calculatrice qui sera capable de réaliser les opérations d'addition, de soustraction, de division et de produit de deux nombres décimaux. On va définir nos deux nombres. On aura double num1 et ensuite le deuxième sera toujours un double num2 et ensuite une variable de type char qui va contenir notre opérateur qui sera soit l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. On a opération. À ce niveau, on va demander à l'utilisateur de saisir le premier nombre. Entrez votre premier nombre. 2 points. On se rappelle que pour récupérer les valeurs saisies au clavier par l'utilisateur, on utilise scanf. Et ensuite, sachant qu'on est face à une variable de type double, on va utiliser lf et SPLUET num1
pour récupérer notre premier nombre. Ensuite, quand l'utilisateur aura saisi le premier nombre, il va falloir utiliser l'opérateur. Donc, on demande à l'utilisateur de saisir l'opérateur. Entrez votre opérateur de points. Notre opérateur de type char, donc scanf. On a la pourcentage S et ensuite expérience opérateur. Là, je me rends compte que j'avais écrit opération opérateur. OK. Ensuite, on va tout simplement recopier cette ligne pour récupérer le deuxième nombre. Entrez votre second nombre. C'est second nombre. Et notre second nombre est num2. On a déclaré nos deux variables de type double qui vont contenir les valeurs saisies par l'utilisateur, et on a aussi déclaré notre variable de type char qui va contenir l'opérateur pour nos opérations. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de réaliser les différentes conditions qui vont nous permettre de réaliser notre calculatrice. Commençons par si l'opérateur est strictement égal à plus. Pour vérifier si une variable est strictement égale à une valeur, on utilise deux fois égal. Donc, on n'utilise pas une fois égal, mais deux fois égal. Donc, si notre opérateur est égal à plus, alors on va tout simplement afficher printf égale, qui sera le résultat de notre opération, pourcentage F. On va faire l'addition entre num1 et num2. Tout simplement. Ensuite, on va utiliser un else-if. Donc, sinon, si l'opérateur est strictement égal, là, on va continuer avec la soustraction. Donc, sinon, si l'opérateur est égal à la soustraction, on va faire printf on va toujours utiliser notre... Là, j'ai mis un égal, un peu d'espace. OK. Pourcentage F. Ensuite, réaliser la soustraction entre num1 et num2. Ensuite, sinon, si notre opérateur est la division, on va faire l'opérateur est strictement égal à la division. Non, là c'est pas l'anti-slash. On va aussi effectuer la division entre num1 et num2. Donc printf toujours pourcentage F. Ensuite num1 slash num2 point virgule. Là on a réalisé l'addition, la soustraction et la division. Il nous reste le produit. Là c'est bien la soustraction, oui. Là il nous reste le produit. Else, toujours else if, car la dernière opération sera tout simplement chargée d'afficher une erreur. On a else if opérateur strictement égal à étoile. Étoile représente le produit. On va faire printf pourcentage F
num1 produit num2. Là, on met égal tout simplement pour rendre ça un peu plus joli. Et enfin, notre dernière opération est tout simplement de signaler à l'utilisateur lorsque l'une de nos conditions ne sera pas respectée, qu'il y a une erreur. Donc, on va juste faire un printf erreur. Tout simplement. Ok. Testons notre programme si tout marche bien. On exécute notre programme. Rendons ça un peu plus haut. On a entré votre premier nombre. On entre par exemple quand 34. Entre l'opérateur, choisissons l'addition. Puis on entre notre second nombre. Notre second nombre c'est 2. On voit bien que le résultat c'est 36. Et si on maintenant avec la soustraction, faisons 45 moins 32,98. Ah non, ça, là c'est l'opérateur. On peut directement tester si ça va nous afficher une erreur, car j'ai mis à la place de notre second nombre 1, de notre opérateur nombre. Là on met tout simplement les choses, on voit bien que cela nous renvoie 0. Ouais. Cela nous renvoie 0 car ça ne fonctionne pas en fait. Okay. Testons notre programme. Là on va utiliser 45. Là on va faire la soustraction. Et 45 aussi, virgule 45. Là, c'est le point qu'on a utilisé. Là, on a moins 0,56. Si on vérifie avec le produit, 35. Entre notre second nombre, on voit bien qu'on a 805. Le produit entre 35 et 23 est 805. Maintenant, on va revérifier avec un message d'erreur en mettant une fausse valeur à l'opérateur pour voir si ça nous affiche toujours soit 0, soit le message erreur. Alors, on a 45, un nombre au hasard. On va écrire des lettres sur notre opérateur, ce qui n'est pas juste. Et on voit bien qu'on a le message erreur à la fin. Donc notre calculatrice marche bien. Dans cette vidéo, on va parler des structures. Les structures à ce niveau vont simplement nous permettre de recorder certaines informations ou alors de définir un utilisateur. Pour pouvoir définir une structure, par exemple, on va l'appeler struct. Ça s'écrit comme ceci. On va définir un utilisateur. On va l'appeler user, qui va par exemple contenir un utilisateur. La plupart du temps a un nom. Donc on va définir une variable de type char qui va contenir par exemple, disons au maximum 50 caractères. Ensuite on va définir sa classe. C'est toujours une variable char avec 50 caractères et une autre variable qui va contenir l'âge de l'utilisateur. Ensuite, pour pouvoir afficher ce contenu, on va aller dans notre main et par exemple saisir char. Non, on va par exemple saisir struct. On va appeler notre structure et notre structure qui s'appelle structure user, le nom qu'on a donné à notre structure au début, et on va ici là définir par exemple notre premier utilisateur. Notre premier utilisateur sera user1 et avec ce user1 on va définir l'âge de l'utilisateur qui sera user1.age égal à 34.
on se rend compte que lorsqu'on écrit user1.age égale à 34, la variable int age qui se trouve dans notre fonction struct qu'on a définie comme user va contenir la valeur 34. Ça, c'est de cette façon qu'on fait pour assigner des valeurs aux entiers lorsqu'on a défini une structure. Mais pour assigner par exemple un nom à la variable char name, on va plutôt utiliser strcpy. Oui, strcpy. Ensuite, on va définir user1, notre premier utilisateur, .name. On va par exemple l'appeler Jean. Et on va refaire la même opération aussi pour la classe. Notre user1 point, ici la classe maintenant. Et on va par exemple mettre A. Si on veut par exemple afficher ces informations, on va tout simplement faire printf. Printf qui va prendre un paramètre pourcentage de comment on va afficher l'âge de l'utilisateur. On va faire user1.age. On exécute notre code. Là, on voit bien qu'on a 34. Si on veut plutôt afficher le nom de l'utilisateur, on va faire user1.name. Et ça, comme c'est une variable de type char, on va mettre S. Et ici, on a Jean. Et la même chose pour classe. Si on veut l'afficher, on change tout simplement à ce niveau. C'est donc de cette façon qu'on fait pour exécuter ou bien réaliser des structures en langage C. Dans cette vidéo, on va parler de switch. Switch va nous permettre de prendre comme condition une variable ou bien une suite de données. Et ensuite, on va devoir exécuter notre code en fonction des cas. Par exemple, définissons une variable de type char. Note qu'on va l'appeler par exemple, qui va avoir comme valeur juste A. Alors, on va écrire A. Et ensuite, on va définir notre fonction switch qui prend en paramètre notre variable note. Et grâce à cette fonction switch, on va par exemple, en fonction de la valeur qu'on aura testée, afficher un certain message à notre utilisateur. Le cas 1, c'est lorsque notre valeur, en fait, lorsqu'on définit un cas, la fonction va tester si la valeur de la variable passée en paramètre correspond à la valeur que nous, on a assignée. Là, on va par exemple, dans notre premier cas, choisir la valeur juste, c'est-à-dire A, comme on a défini note plus haut. On va mettre 2 points. Bravo. Puis on arrête directement notre instruction avec un break. Notre deuxième cas, on va spécifier une autre valeur qui sera par exemple B. On va dire printf. On va noter assez bien. Vous vous rendez sûrement compte que mon éditeur de texte corrige automatiquement cette partie car on se rend bien compte que l'éditeur de texte a déjà testé lui-même le problème. Si je remplace par exemple ici là notre A par B, on voit bien que la partie qui devient moins claire est la partie A, c'est-à-dire n'est pas prise en considération. Mais lorsque je le renvoie avec A, c'est cette partie-ci qui n'est pas prise en considération. On va ajouter encore un autre cas.
Là, on va sélectionner. On va ajouter le cas de C. C majuscule. Assez bien. Là, on va dire pas mal. Pas mal. Et ensuite, nous avons un dernier cas qui doit être le cas par défaut. Car nous ne sommes pas sûrs d'avoir toujours cette valeur parmi tous nos cas. Le cas par défaut va être par exemple on va afficher un message printf note non valide. Si on exécute notre programme, on voit bien que le programme nous renvoie bravo car dans notre premier cas, testé par la fonction switch, on a A. Si on change notre valeur, on met par exemple C. Normalement, on devrait avoir ce message assez bien. On a changé par C, on a plutôt un message pas mal, note non valide. Là, on a plutôt deux valeurs. En fait, c'est normal car à ce niveau, on n'a pas utilisé un break. On devait faire break. Et aussi ici au niveau de B, break. Ne jamais oublier ce break car si on n'utilise pas break, ça va exécuter, ça va afficher en fait tous les cas qui ont été réalisés avant. Si on réexécute notre programme, on devrait normalement avoir juste pas mal. Ok. Si par exemple ici on met une valeur qui n'intervient pas dans tous nos cas qu'on a spécifié, si on met par exemple H, on aura notre valeur par défaut qui est note non valide. Dans cette vidéo, on va parler de la fonction while qui est la fonction tant que et on va aussi parler de décrémentation et d'incrémentation. Supposons qu'on ait une variable et qu'on souhaite augmenter sa valeur au fur et à mesure que notre programme s'exécute. Pour pouvoir réaliser cette opération, on a besoin d'utiliser des boucles telles que la boucle while. Alors, on va définir une variable de type entier qu'on va appeler index, qui sera notre variable qui va tout le temps pointer que notre fonction tant que va utiliser. On va donc dire while, donc tant que notre index, qui est notre variable qu'on a à peine définie, tant que notre index sera inférieur ou égal, on va choisir un nombre par exemple 5. Donc, tant que notre index sera inférieur ou égal à 5, on va exécuter un certain nombre d'opérations. Et toutes ces opérations vont se trouver à l'intérieur de notre while. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est par exemple écrire notre message qu'on veut réaliser. On peut réaliser à l'intérieur de notre while des opérations d'addition, de soustraction, tout type d'opération. Affichons donc un message, un simple message qui va être la valeur de notre index au fur et à mesure que notre programme va s'exécuter. Donc, index. À ce niveau, on va alors commencer par incrémenter index. Pour incrémenter index, il suffit juste de dire index va recevoir index plus 1. Ou encore, vous pouvez tout simplement écrire index plus plus. Donc, cette valeur de index et index qui reçoit index plus 1 est la même chose que index plus plus. Donc, utilisons index plus plus qui est plus court et plus commode. Cette instruction permet donc d'incrémenter la valeur de index. Au fur et à mesure qu'on va repasser dans notre boucle tant que la valeur index va incrémenter de 1, c'est-à-dire au premier passage, index aura la valeur 1, au second passage, index aura la valeur 2, jusqu'à ce que index atteigne la valeur 5 et notre boucle va s'arrêter. On va exécuter notre programme.
On se rend bien compte qu'ici, là, qu'au premier passage où on a index égal à 1, on a affiché la valeur de index. Puis, notre index a été incrémenté à 2. On repasse encore dans la boucle, on affiche la valeur de index et ainsi de suite. Si, au contraire, on voulait plutôt décrémenter notre index, si on avait défini par exemple index égal à 5 et on veut plutôt décrémenter, on va dire tant que la valeur de index est inférieure ou bien supérieure ou égale à 1, oui, on va décrémenter la valeur de index. En ce moment, on pouvait aussi écrire ici là, cette même valeur index reçoit index moins 1. C'est juste la même chose. Alors, on exécute notre programme. On voit bien qu'ici, là, qu'au premier passage, index a pour valeur 5. Au second passage, on a 4, 3, 2. Donc, au fur et à mesure qu'on a exécuté notre programme, la valeur index est décrémentée de 1. Il y a aussi une autre façon d'exécuter cette boucle tant que en essayant de réaliser en premier plan notre message, c'est-à-dire afficher d'abord le message avant d'exécuter l'instruction. Car ici, on se rend compte que au début du while, on teste d'abord la validité de notre condition avant d'exécuter notre code. Or, avec une boucle do while qui nous permet toujours d'exécuter le même type de code, on va tout d'abord spécifier le contenu de notre programme, c'est-à-dire on va pouvoir afficher d'abord nos informations, notre information qui est la valeur de index. Là, à ce niveau, on va encore essayer d'incrémenter index. Et à la fin, on va tester notre programme. Ça, c'est aussi une autre façon d'utiliser la boucle tant que là, on va remettre notre index à 1. Si on réexécute notre programme, on se rend bien compte qu'on a le même résultat. Et si par exemple, ici, on avait plutôt voulu décrémenter, on va tout simplement refaire la même chose tant que notre index sera inférieur ou égal à 1. On aura cette valeur, c'est supérieur ou égal à 1. Oui, là, c'est tant que notre programme sera, tant que notre index sera supérieur ou égal à 1, on aura toujours le même résultat. Dans cette vidéo, nous allons réaliser un jeu de définir grâce aux différentes connaissances que nous avons apprises tout au long des vidéos précédentes. Alors, pour pouvoir réaliser ce jeu de devinette, nous aurons besoin des variables de type entier, essentiellement des variables de type entier, car elles vont contenir notre nombre secret, le nombre de tests que l'utilisateur sera en mesure de faire, c'est-à-dire le nombre d'essais que l'utilisateur sera en mesure de faire, et le début du test et la fin du test. Bon, essayons de commencer à réaliser notre petit jeu. Alors, on va définir alors notre nombre. Commençons par définir notre nombre secret. On aura un nombre secret. On va l'appeler tout simplement nombre secret. Notre nombre secret sera par exemple 5. Ensuite, on va définir notre variable test. On aura besoin d'une autre variable qui sera une autre variable qui va nous permettre de compter le nombre de fois que l'utilisateur aura réalisé une opération. On va l'appeler test count et on va l'initialiser à 0. Ensuite, on va initialiser notre variable toujours de type entier, une autre variable qui va contenir le nombre limite de tests que notre utilisateur sera en mesure de faire. Cette variable sera test limite. On va limiter le nombre d'essais à 3 pour ne pas
trop aller loin dans le code, dans le programme. Ensuite, une variable qui va nous permettre d'arrêter l'exécution du programme endTest. Et là, on est bon. On a donc défini toutes nos variables qui seront utiles pour l'exécution de notre programme. On va donc définir notre boucle while. On aura while test ayant récupéré la valeur de l'utilisateur. On va récupérer cette valeur de l'utilisateur à l'intérieur de notre boucle while. Mais pour l'instant, essayons d'exécuter notre code avec while. On aura besoin de tester si la variable entrée par l'utilisateur est différente de notre nombre secret, mais aussi si cette même variable, mais aussi si endTest n'est pas égal à 0. Plus tard dans le programme, vous allez comprendre pourquoi on a écrit ces opérations. Notre première instruction, on va tester si le nombre de fois que l'utilisateur a déjà réalisé le test est inférieur à la valeur limite, c'est-à-dire si l'utilisateur a déjà essayé plus de 3 fois le programme, alors on va directement devoir sortir du programme. Donc si notre test compte est inférieur à notre test limite, alors en fait si notre test compte est inférieur à notre test limite, on peut exécuter cette opération. On va donc demander à l'utilisateur d'entrer un nouveau nombre. Entrer un nouveau nombre. On va donc récupérer ici notre variable test. Notre variable test qui est de type entier. Et on va tout simplement incrémenter notre compteur qui est test count. On va l'incrémenter de cette façon. Au fur et à mesure qu'on va passer dans le programme, on verra le nombre de fois que notre utilisateur aura déjà réalisé le test. Ensuite, la solution alternative est tout simplement de ici à ce niveau on devrait, oui, la solution alternative est tout simplement d'assigner la valeur 1 à notre endTest. En fait, si on a initialisé notre endTest à ce niveau, on a vérifié si notre endTest est égal à 0. Si on se rend compte que test count n'est plus inférieur à test limite, alors on va directement aller à la fin de notre programme, donc endTest sera égal à 1. À ce niveau, si on a notre endTest égal à 1, nous vérifions d'abord la condition où endTest est toujours à 0. On a printf. Vous avez gagné sinon ls. Printf. Vous avez épuisé vos chances. Bon. Alors, j'essaie de réexpliquer notre programme. Notre programme qui permet de demander tout d'abord à l'utilisateur d'entrer un nombre. Allons sur cette base on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. On récupère la valeur entrée par l'utilisateur et on incrémente notre compteur.
Notre boucle while nous permet de tester si notre test, en fait le test c'est la valeur que l'utilisateur a entrée. On va tester si cette valeur est différente de notre nombre secret. Notre nombre secret qu'on a défini au début, 5. Donc on va exécuter notre code. Donc tant que la variable test, en fait tant que l'utilisateur n'aura pas entré la valeur juste que nous on veut, on va toujours redemander cette même valeur. Au cas où l'utilisateur a entré la valeur juste, on va directement assigner ntest égale à 1, c'est-à-dire on va donner la valeur 1 à notre ntest et on n'aura plus besoin d'exécuter la boucle while. Lorsqu'on va sortir de cette boucle, on va tester si ntest est égal à 0. Si ntest est égal à 0, ça veut dire que l'utilisateur aura entré la valeur juste, c'est-à-dire 5. Mais si ntest est égal à 1, ça veut dire que l'utilisateur a épuisé le nombre de tests possibles et tout simplement il va exécuter notre ls qui est vous avez épuisé vos chances. Bon, testons notre code si tout est juste. Alors on nous demande d'entrer un nombre. Essayons d'entrer 6. On nous demande toujours d'entrer un nombre car on a besoin de trouver notre nombre qu'il faut. On va essayer d'entrer toujours les valeurs fausses. J'ai entré 3 fois un nombre qui n'est pas juste, c'est-à-dire le programme a besoin que j'entre 5. Vous avez épuisé vos chances, donc notre programme marche bien. Essayons de réexécuter notre programme et d'insérer une valeur juste. Là, on a entré votre nombre. Si on entre directement 5, vous avez gagné. Donc, notre programme marche bien. Juste pour réexpliquer notre programme, notre jeu, en fait, qui est un jeu de devinette, va nous permettre de demander à l'utilisateur d'entrer un nombre qui va devoir tester tout le temps si ce nombre est juste ou pas. Au début de notre programme, nous avons défini notre nombre secret égal à 5. Ensuite, nous avons défini la variable test qui va contenir la valeur que l'utilisateur aura entrée. Notre test count qu'on a initialisé à 0 pour compter le nombre de fois que l'utilisateur aura testé le programme. Et ensuite, notre test limite, c'est le nombre de fois que l'utilisateur aura la possibilité de faire un essai. Et test end simplement pour savoir à quel niveau se trouve notre programme, c'est-à-dire si l'utilisateur a déjà testé un nombre de fois, c'est-à-dire le nombre de fois que l'utilisateur a déjà testé est supérieur à 3, on va assigner ntest égal à 1. Et dans ce cas, vous avez épuisé vos chances. Sinon, l'utilisateur aura entré la valeur juste et il aura gagné. Dans la vidéo précédente, on a parlé de la boucle while. While nous permet, comme la boucle for, de lister un certain nombre d'éléments en fonction d'un compteur. Par exemple, dans notre cas, on a initialisé une variable i égale à 1 et on va incrémenter cette variable grâce à la boucle while tant que notre variable i sera inférieure à 5. Mais on peut aussi réaliser cette même opération grâce à la boucle for en écrivant par exemple for qui a comme syntaxe, on va utiliser ici un compteur j, on va l'initialiser à 0 et tant que notre j sera inférieur aussi inférieur à 5, nous pouvons bien écrire incrémenter de cette façon plus g ou bien j++. Notre code est en fait, ce code sera le même que la boucle while, ayant toujours initialisé directement j à l'intérieur de notre boucle for. On pouvait aussi initialiser j à l'extérieur en écrivant j, on initialise à 0 et là on initialise j à 0. Si on initialise à l'extérieur, on initialise par exemple à 1, oui. Tant que j
Par exemple, dans notre code while, on a dit tant que I sera strictement inférieur à 5, on va exécuter ce code. On peut réaliser ce même code dans notre boucle for en utilisant aussi un autre compteur J égale à 1. Et pour J égale à 1, J inférieur à 5, on incrémente notre J. Et on va tout simplement afficher la valeur de J grâce à un printf au fur et à mesure que notre code va s'exécuter. Donc là, on aura notre pourcentage D. On met toujours /n pour envoyer notre contenu à la ligne, puis J. On va exécuter notre code pour voir si on a le même résultat. On voit bien qu'ici, là, qu'on a 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Bon, là, je vais juste mettre un /n ici, là. Un printf pour séparer nos deux programmes. On va juste mettre, disons, là-bas. Là, on va séparer nos deux programmes. Et on voit bien qu'à ce niveau, non, /n. On voit bien qu'à ce niveau, on a notre boucle while qui s'affiche de cette façon 1, 2, 3 et 4. Mais aussi, on se rend compte qu'on peut réaliser le même résultat grâce à la boucle for, qui est 1, 2. Donc, en langage C, vous pouvez réaliser les mêmes opérations que vous réalisez soit avec la boucle while qu'avec la boucle for. Essayons de réaliser une autre opération avec notre boucle for. On va parcourir un tableau grâce à la boucle for. Définissons notre variable tableau nombre qui va contenir les éléments. On va définir environ 4 à 5 éléments. On va définir 2, 3. Là, on a 5 éléments. On va parcourir notre tableau grâce à notre boucle for. Avec un i qu'on aura initialisé à 0, notre i va aller de 0 à 4, car lorsqu'on veut compter les éléments, là on a l'élément 0, 1, 2, 3 et 4. On va tout simplement incrémenter i. Vous pouvez laisser soit ++i ou i++, cela revient au même résultat. Et ensuite, on va afficher les éléments du tableau. Là, on travaille avec une variable de type entier, donc c'est toujours pourcentage D. Notre /n pour envoyer les éléments à la ligne. Quand on va devoir afficher plusieurs informations, on va tout simplement appeler notre variable tableau avec l'indice i. Donc, lors de notre première opération, c'est-à-dire lorsque i sera égal à 0 dans notre boucle for, on va afficher nombre avec l'index 0, c'est-à-dire 2. Et au second tour, lorsque i sera égal à 1, on va afficher nombre 1 qui est égal à 5. Si on exécute notre programme, on voit bien qu'ici qu'on a affiché tous les éléments du tableau. Si on avait tout simplement voulu afficher à part un élément du tableau tel que en faisant un printf pourcentage de, si on voulait juste afficher par exemple la valeur, on aurait écrit nombre qui a l'index 2, on devait tout simplement écrire ceci. Là on va mettre /n pour séparer. Donc notre boucle for nous permet d'afficher les éléments du tableau, mais on peut aussi réaliser cette opération à part. Mais si on avait par exemple un tableau multidimensionnel, par exemple un tableau 2D, ce qui fera objet de notre prochaine vidéo, on ne pourrait pas toujours utiliser notre printf, on ne pourrait pas toujours afficher juste notre contenu de cette façon, car les tableaux peuvent contenir 2000 éléments et on ne peut pas passer tout notre temps à saisir printf. On est obligé d'utiliser des boucles qui vont nous faciliter la tâche et faire le travail à notre place.
Dans cette vidéo, on va parler de tableau 2D. Les tableaux 2D vont tout simplement nous permettre de réaliser des variables tableau à deux dimensions. Définissons notre variable de type entier. On va l'appeler nombre qui sera notre tableau à deux dimensions. On va lui donner par exemple les dimensions 3 et 3. Oui, non, disons 3 et 2 pour se limiter dans les tâches. On va saisir les éléments de notre tableau. Les éléments seront saisis dans des alcoolades comme ceci, avec sachant qu'on a défini 3 éléments, on aura aussi 3 alcoolades qu'on va saisir. Notre premier élément sera composé par exemple de 2, 5, le second de 3, 6 et le dernier de 6, 9. Là, on a fini avec notre tableau à deux dimensions. Donc, si on va afficher par exemple l'élément à l'indice 0, 0 de notre tableau, on va tout simplement utiliser pourcentage dit comme notre tableau est de type entier. Ensuite, appeler notre tableau. Mais dans ce cas, on va tout utiliser ces deux éléments. Donc l'élément 0, 0, dans notre cas, doit être 2. Exécutons notre... On voit bien qu'à ce niveau, on a 2. Pour pouvoir afficher les éléments de ce tableau, on ne va pas toujours saisir tout élément, chaque partie du tableau, en saisissant par exemple l'élément à l'indice 3, 0. Mais à ce niveau, on va utiliser une boucle imbriquée pour pouvoir réaliser cette opération. Une boucle imbriquée est tout simplement une boucle de cette forme avec un for qui est contenu dans un for. C'est-à-dire on aura notre première boucle for qui va aller d'un indice 0 jusqu'à un certain nombre. Puis en fonction de cet indice, on va exécuter notre seconde boucle for qui sera à l'intérieur. Définissons par exemple notre première boucle for qui est i allant de 0. On a initialisé i à 0, i inférieur à 3. Là, ce sera pour notre nombre de lignes. On va incrémenter i pupu. Et ensuite, notre seconde boucle for va aller toujours de 0, mais dans ce cas, jusqu'à 2, qui est pour le nombre de colonnes. Et on va toujours incrémenter notre j. C'est de cette façon qu'on fait pour afficher facilement les éléments d'un tableau à deux dimensions. On va tout simplement faire printf. Là, pourcentage dit, pour afficher les éléments, on aura nombre. Mais là, on va choisir i pour les variables pour les lignes et j pour les colonnes. Ensuite, pour pouvoir bien classer notre tableau, on va afficher ici là un printf. Non. On va afficher à ce niveau, à la fin de chaque ligne, on va afficher un printf qui va permettre de renvoyer la ligne suivante, oui, pour permettre de classer notre tableau. Donc on aura simplement ici dans /n. Exécutons notre code. Si on a bien affiché notre tableau, on voit bien qu'ici qu'on a 2, 5, 3, 6 et 6, 9. Donc notre tableau à deux dimensions a été bien défini. Dans cette vidéo, on va parler d'adresse mémoire. Les adresses mémoire sont tout simplement peut être simplement définie comme la zone dans laquelle on va aller réserver notre variable, c'est-à-dire la zone de la mémoire où on va aller stocker notre variable. Et les adresses mémoire vont essentiellement nous servir pour utiliser les pointeurs. Les pointeurs qui sont vraiment un concept très utile qu'on va aborder dans les prochaines vidéos. Mais dans cette vidéo, essayons de comprendre le concept d'adresse mémoire en utilisant deux variables. Une variable de type entier qu'on va assigner la valeur 30
et une variable de type char qui va contenir tout simplement une note d'utilisateur. On va assigner la valeur A. Pour pouvoir afficher l'adresse mémoire de ces variables, on va utiliser pas pourcentage D ou pourcentage S qu'on affiche souvent pour afficher nos variables, mais à ce niveau, si on va afficher l'adresse mémoire par exemple de H, on va utiliser un pourcentage P. Donc affichons l'adresse mémoire de nos deux variables. Là on a âge, on va pourcentage P qui va représenter l'âge de notre utilisateur. Ensuite on va aussi afficher la note, deux points, pourcentage P aussi, et tout simplement après ces deux instructions on va afficher la note l'âge avec les spéluettes et aussi la note. Donc tout simplement pour pouvoir afficher l'adresse mémoire d'une variable, on utilise pourcentage P et on n'utilise pas à ce niveau le type de données qui correspond à notre variable, mais plutôt pourcentage P. Si on affiche notre résultat, on se rend bien compte ici là que l'adresse mémoire de âge correspond à cette information-ci et l'adresse mémoire de note correspond à cette autre information. Dans la prochaine vidéo, nous allons utiliser cette adresse mémoire pour pouvoir introduire la notion de pointeur. Dans cette vidéo, on va parler de la notion de pointeur. Si on veut définir pointeur, les pointeurs ce sont tout simplement des variables en fait qui contiennent l'adresse mémoire d'autres variables et grâce à ces pointeurs, on peut modifier la valeur d'une variable en mémoire. Définissons notre variable âge qui va contenir 40 par exemple et on va afficher l'adresse mémoire de âge. On va donc faire adresse mémoire âge, deux points, pourcentage P qu'on a dit précédemment pour afficher la valeur âge et ensuite expérience âge. Là on se rend bien compte que là on a une erreur. On devait afficher mettre la virgule. Là on a bien la valeur de l'adresse mémoire de l'âge. À ce niveau, si on veut créer un pointeur, on va définir. Le pointeur peut aussi être défini avec le type int. Notre pointeur de type int se définit de façon étoile. On donne le nom du pointeur âge. On va par exemple dire cela pH. Pour nous, ça va signifier pointeur de l'âge. Et pH va simplement contenir l'adresse mémoire de notre... va contenir l'adresse mémoire de âge. Dans la prochaine vidéo, on va développer la notion de pointeur avec le différenciement qui va nous permettre de mieux comprendre cette notion. Dans cette vidéo, on va parler du différenciement des pointeurs. Commençons par définir notre variable âge. Dans la vidéo précédente, on a introduit la notion de pointeur qui nous a permis de comprendre que les pointeurs sont chargés tout simplement de contenir la valeur de l'adresse mémoire des variables sur laquelle ils pointent. Alors, définissons notre pointeur pH qui va contenir l'adresse mémoire de H. Tout simplement comme ça. Si on va afficher par exemple l'adresse mémoire du pointeur, on va faire pourcentage P, puis pH. Là, on a tout simplement son adresse mémoire. Si on veut plutôt afficher le contenu de la variable
où pointe notre pointeur, c'est-à-dire le contenu de la variable âge. On peut aussi passer par notre pointeur en saisissant pourcentage D. Mais en ce moment, on va écrire étoile P âge. En réalisant ces syntaxes sur notre pointeur, on va tout simplement afficher le contenu de la variable sur laquelle pointe notre pointeur. Donc, on est censé avoir la valeur 30 à l'écran. N pour envoyer la ligne. Là, on voit bien qu'on a 30, c'est-à-dire on a affiché le contenu de la variable âge sans devoir afficher, sans devoir réaliser un printf qui devait tout simplement afficher âge. La notion de différenciement s'applique lorsqu'on essaie d'afficher la variable âge ou bien lorsqu'on essaie d'afficher la mémoire de l'âge. Essayons de comprendre cette notion. On va définir notre printf. Tout d'abord, on va essayer d'afficher l'adresse mémoire avec un pourcentage D SP8 âge. Là, on a tout simplement la valeur de l'adresse mémoire de l'âge. Le différenciement intervient lorsque, au lieu de laisser juste cette valeur, on vient tout simplement devant mettre une étoile, c'est-à-dire on vient de changer les instructions on vient tout simplement de changer les instructions à ce niveau, car au lieu d'afficher cette valeur, notre programme va plutôt afficher le contenu de la variable âge. Si on réexécute notre programme, on a la valeur 30. Si par la suite on vient encore écrire l'expérience devant notre étoile, c'est-à-dire on vient de réaliser un nouveau différenciement de notre variable, c'est-à-dire on aura encore l'adresse mémoire qui correspond. Et si on affiche de nouveau étoile, on aura encore la valeur 30, c'est-à-dire le contenu de la variable âge. Dans cette vidéo, nous allons introduire la notion de file. Pour créer un file tout simplement en C, on doit utiliser cette syntaxe file, puis étoile, on va espacer, on va donner le nom de notre fonction. Nous, on va l'appeler tout simplement fpointer. Puis fopen. Fopen nous permet c'est cette instruction qui nous permet soit de créer notre fichier, soit de l'ouvrir. Là, on va donner un nom à notre fichier. On va l'appeler bonjour.txt. À ce niveau, vous pouvez donner n'importe quelle extension à votre fichier, soit .html, .css, ce que vous voulez. Là, dans notre cas, on va juste utiliser un .txt qu'on pourra l'ouvrir facilement dans notre éditeur de texte. Puis, W pour write, c'est-à-dire, on veut réaliser une écriture dans notre fichier. Là, avec cette instruction qu'on vient de réaliser va nous permettre tout simplement de créer un fichier bonjour.txt. C'est-à-dire, lorsqu'on va exécuter notre programme, on aura créé un fichier bonjour.txt qui va contenir ces informations qu'on va saisir. Là, si on veut par exemple écrire du texte à l'intérieur de notre fichier, on va faire fprint, et à l'intérieur on va faire fpointer, c'est-à-dire utiliser notre fonction qu'on a tout d'abord définie. Cette ligne va tout simplement pointer vers notre fichier. Là, on va saisir bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Codeform. On a fini de saisir notre information qu'on va ajouter dans notre fichier, et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de fermer notre fichier avec fclose. Là, on ferme tout simplement notre fonction qui pointe sur notre fichier. Là, on vient tout simplement de créer un fichier bonjour.txt qui va contenir
qui va contenir à l'intérieur bonjour à tous et bienvenue sur CodeForm. Si on exécute notre code, là on voit bien qu'on n'a rien sur notre invite de commande car c'est un fichier qu'on vient de créer. Là à ce niveau on n'a pas donné de référencement pour notre fichier. Si par exemple on avait dit que notre fichier doit se trouver dans le disque C, si vous êtes sur Windows, ou bien tout simplement si vous aviez spécifié une adresse pour votre fichier, vous irez tout simplement dans cet emplacement là pour pouvoir trouver votre fichier. Mais dans notre cas, on a juste défini le nom de notre fichier pour qu'il se retrouve dans le dossier de notre projet. Donc si on part dans notre dossier de notre projet, on voit bien qu'ici on a le fichier bonjour. On ouvre le fichier bonjour, à l'intérieur on a la valeur qu'on vient de définir. Si par exemple on vient ici changer ce contenu et on laisse juste bienvenue sur CodeForm et on réexécute notre code, à l'intérieur de notre fichier, il va nous rester tout simplement bienvenue sur CodeForm. C'est-à-dire on a remplacé la valeur qui se trouvait à l'intérieur de notre fichier. Maintenant on va voir comment on va pouvoir ajouter une valeur. Pour pouvoir ajouter une valeur dans notre fichier, on va utiliser A à ce niveau, c'est-à-dire remplacer le W par A. W signifiait écrire, donc write, mais en ce moment, on va utiliser A qui signifie add. Si on réexécute notre code, on va dire bienvenue sur CodeForm et salut à tous, pourquoi pas. Juste pour voir si on a bien ajouté, on exécute notre code. Et si on revient sur notre fichier, on voit bien qu'on a bienvenue sur CodeForm, bienvenue sur CodeForm. Salut à tous. En fait, ce qui vient de se passer, c'est que on avait tout d'abord bienvenue sur CodeForm, mais on a encore rajouté bienvenue sur CodeForm. Si on vient juste ajouter un point ici et on réexécute notre code, on va bien se rendre compte que on a l'ajout d'un point à la fin. Donc A nous permet d'ajouter juste du texte à notre code. On peut bien évidemment mettre un peu d'ordre dans notre texte comme on veut. Dans cette vidéo, nous allons lire les informations qui se trouvent dans un fichier. Pour pouvoir lire les informations qui se trouvent dans un fichier, nous devons déclarer une variable de type char qui va contenir un certain nombre de caractères, c'est-à-dire les lignes en fait du fichier. Donc, définissons notre variable char. On va l'appeler ligne. On va laisser le nombre maximum de caractères à 255. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ouvrir notre fichier en utilisant toujours F-File, puis notre F-Open, c'est-à-dire notre fonction qui va pointer vers notre fichier. Ensuite, F-Open pour ouvrir notre fichier. Ensuite, nous allons spécifier le nom de notre fichier. On va utiliser le même fichier qu'on a défini dans la vidéo précédente, c'est-à-dire notre bonjour.txt. Ensuite, on va utiliser le mode R. Nous nous rappelons que W c'était pour écrire dans le fichier, A c'était pour ajouter de la valeur au fichier et R c'est tout simplement read. Read qui va nous aider à lire les informations qui se trouvent dans notre fichier. Pour pouvoir lire les informations, en fait, pour lire les informations dans un fichier, on va les lire ligne par ligne. Lorsqu'on regarde notre fichier bonjour, nous avons deux lignes. La première ligne est bienvenue sur CodeForm et la seconde ligne est salut à tous, bienvenue sur CodeForm. Pour lire la première ligne, nous allons tout simplement utiliser fget. Fget avec S, oui, qui prend en paramètre notre ligne. Variable ligne avec le nombre maximum de caractères. Ensuite, la fonction fpointer qui pointe vers notre fichier. Ce qui se passe, c'est que cette ligne de code va tout simplement lire la première ligne de notre fichier. Si par exemple, on essaie d'afficher, on fait printf pour afficher la valeur de notre variable ligne. En exécutant le code,
on va afficher la première ligne de notre fichier qui est bienvenue sur Codeform. Si on veut par exemple maintenant afficher la deuxième ligne de notre fichier, il nous suffit de réécrire cette même ligne en dessous de fget. Ce qui se passe, c'est que f pointe chaque ligne de notre fichier, c'est-à-dire à la première instruction, nous avons affiché la première ligne. Lors de la deuxième instruction, f pointe va tout simplement pointer à la deuxième ligne, c'est-à-dire passer à la seconde ligne. Au fur et à mesure qu'on va exécuter ce fget, il va plutôt lire la ligne suivante. Si on réexécute notre code, on aura plutôt à ce niveau la deuxième ligne qui est salut à tous, bienvenue sur Codeform. Si on regarde bien notre fichier, on se rend compte que notre deuxième ligne était salut à tous, bienvenue sur Codeform.